L'été a passé, chacun réfléchit de son côté, parce que j'avais proposé à Ismaïn de faire un cycle de conférences sur, principalement entre autres, des grandes expositions à Paris. En l'occurrence, là, ce soir, c'est au Poussailles. Je pense que on en aura très certainement une dans le deuxième trimestre de 2015, puisque déjà, on peut annoncer que le Centre Beaubourg consacre une très grande exposition de prospective sur Le Corbusier. Donc ce soir, première conférence. Donc, pour tous ceux qui viennent, je vous remercie. Je ne sais pas si je dois présenter Brigitte Malines, historienne d'art, guide interprète franco-japonais, conférencière en histoire de l'art. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de Hokusai, qui lui-même, je crois, se disait fou du dessin, et que Henri Faucillon, dans un de ses ouvrages, a consacré à Hokusai en mettant en sous-titre ce fou génial du dessin. Bonne conférence. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'Hokusai. Hokusai, le grand maître d'estampes japonaises. Alors, pour tous ceux qui sont de ma génération, quand on dit estampes japonaises, ça nous rappelle certains souvenirs des estampes, je dirais, plutôt chaudes, en tout cas liées au plaisir de la chair. Et il est vrai que l'estampe japonaise, qui naît à peu près à la fin du XVIIe, va être un art qui va être consacré tout d'abord à représenter justement ce monde des plaisirs, plus particulièrement à Edo, le quartier de Yoshiwara. C'est un véritable, un très très grand quartier qui est entièrement dédié au plaisir sous toutes ses formes, qu'il soit plaisir charnel, qu'il soit plaisir musical, qu'il soit de la poésie ou du théâtre. Et donc c'est au XVIIe, à la fin du XVIIe, donc dans ce quartier va apparaître, enfin va se développer plutôt l'art de l'estampe. Alors l'estampe, vous savez de quoi il s'agit? En fait, il s'agit d'une reproduction d'une image qui est reproduite mécaniquement. Au Japon, cette technique est une technique que l'on maîtrise à peu près depuis le XIIIe siècle. Bon, ça fait beaucoup d'histoire de siècle, tout ça. Mais sachez que le Japon a une histoire très longue avec le papier et l'estampe. Donc l'estampe qui est une technique de reproduction, comme je vous l'ai dit, sur le papier, à partir de tampons, on va dire, qui sont faits de bois. Il s'agit, donc en fait, le travail de l'estampe, c'est un travail d'équipe. Vous avez tout d'abord le peintre qui va dessiner son motif, ensuite le graveur, donc qui va graver les planches de cerisier, et ensuite l'imprimeur, donc qui va donner la couleur. Et comme je vous disais, c'est un art un art populaire, extrêmement populaire, et certainement dans l'histoire de l'art, je dirais, c'est la première fois qu'un art populaire va avoir une telle importance. C'est une diffusion véritablement à grande échelle dans le Edo du XVIIIe siècle, Edo qui à ce moment-là est non pas la capitale impériale c'est toujours Kyoto, mais la capitale donc du shogun c'est Edo, la capitale de l'Est, et donc une capitale qui est la ville la plus peuplée au monde au XVIIIe siècle, 1 million d'habitants. Donc vous voyez une véritable fourmilière, et donc dans cette fourmilière il y a ce succès absolument extraordinaire pour ces images donc, qui vont représenter essentiellement le monde des plaisirs. Et c'est donc dans les années 1760 que Hokusai, qui va être un peintre absolument passionné de dessin dès l'âge de 6 ans, il n'arrête pas de dessiner tout ce qu'il voit. Il a véritablement cette envie de saisir la vie. Et je vais vous lire ces mots. Il dit « Depuis l'âge de 6 ans, j'avais la manie de dessiner la forme des objets,
Mais je suis mécontent de tout ce que j'ai fait avant l'âge de 70 ans. Nous allons passer assez rapidement sur ces premières époques. À 90 ans, j'arriverai au fond des choses, et à l'âge de 110 ans, soit un point, soit une ligne, tout ce que je peindrai sera vivant. Car c'est vraiment de cela dont il s'agit avec Hokusai, c'est que véritablement par la grâce, par l'acuité de son œil et la grâce de sa main, il va réussir à capter cette énergie de vie dont nous sommes tous animés. Alors Hokusai naît en 1760. Il va très tôt, donc on voit qu'il a ce talent pour le dessin, donc bien évidemment, il naît à Edo, et donc c'est tout naturellement qu'il va être embauché en fait dans un atelier d'estampes. Et il va, enfin à peu près à l'âge de 16-17 ans, et donc, ce que nous voyons, c'est en fait, jusqu'à l'âge de 40 ans, on connaît assez mal ses œuvres, mais celle que vous voyez ici, en fait, représente justement ce quartier des plaisirs de Edo, le quartier de Yoshiwara, une véritable ville dans la ville où nous pouvons voir toutes ces dames, en fait, qui sont des courtisanes. C'est un quartier qui est véritablement organisé dans une hiérarchie de la courtisanerie, si je puis dire. Et donc nous voyons ces femmes revêtues de kimono dans ces bâtiments. Vous voyez qu'on utilise une perspective qui est la perspective de boîte ouverte, c'est-à-dire que les parois sont enlevées, afin que nous puissions voir eh bien, toute cette vie qu'il y a à l'intérieur de ces quartiers. Vous voyez ici un homme et des compagnons qui sont en train peut-être d'attendre le thé que cette femme ne va pas manquer de leur servir. On voit ici sur le brasero, enfin, peut-être que là-bas vous ne voyez pas très bien. Et donc toute cette vie extrêmement animée. La taille de l'estampe est un peu plus petite que celle-ci, et donc ces estampes sont en moyenne tirées à plusieurs centaines d'exemplaires. Donc ce sont véritablement des représentations extrêmement bon marché. Alors, dans ce type de gravure de ses débuts, Hokusai ne fait pas preuve d'une très grande originalité. Hein. Il s'inscrit tout à fait dans la tradition de l'estampe japonaise. Alors celle-ci, malheureusement, il y a un texte sur la photographie, mais simplement peut-être est-il intéressant de savoir que en fait Hokusai va quitter son premier atelier pour entrer dans un deuxième atelier de passe à Edo également. Alors ici, peut-être arrivez-vous à distinguer derrière le texte, il s'agit donc d'un acteur en fait, donc qui joue le rôle d'une femme qui bien sûr a une peine de cœur, son amant est parti. Et ce que je trouve peut-être intéressant de noter, c'est déjà ce que l'on voit ici dans cette estampe, et bien la manière, cette espèce de pudeur du sentiment chez les Japonais, où cette profonde tristesse, en fait, est simplement marquée par cette manche de kimono qu'elle va ramener comme cela devant sa bouche. Et effectivement, on peut juste faire une petite aparté par rapport à cette culture japonaise, cette culture extrêmement, je dirais, raffinée, où on n'est pas dans le débordement des sentiments, et notamment dans le théâtre, que ce soit le no ou le kabuki, où le moindre frémissement d'éventail est bien traduit un frémissement de l'âme, en fait. Alors, vous voyez qu'ici, on peut voir comment Hokusai, en fait, a représenté donc, cette jeune femme, enfin, ce jeune homme, devant un paravent, et sur lequel vous arrivez peut-être déjà à distinguer une vague aussi qui se fait ici, là, qui se fait l'écho des tourments de l'âme de cette jeune femme. De la même manière, subtilement,
La tête de cette jeune femme est placée devant, ne permet pas ce que l'on connaît dans notre peinture à l'huile, dans notre peinture traditionnelle occidentale, les repeints, hein, où il suffit de gratter la surface pour pouvoir reprendre. Alors qu'ici, avec ce genre d'œuvre, il y a une nécessité pour le peintre d'être complètement dans l'instant, je dirais d'habiter complètement son sujet afin d'un seul coup de pinceau. Oh. Mais je vais le mettre complètement sur le côté. Donc, est-ce que là, ça va mieux? Oui, donc j'en étais à cette extraordinaire maîtrise, enfin que, en tant qu'occidentale, je trouve fascinante, cette maîtrise du pinceau qui fait que, en plus, le côté extrêmement rapide pour la réalisation de ces œuvres, rapide, puisque en fait ce type d'œuvre est réalisé en quelques heures. Vous voyez la différence par rapport à nos peintures à l'huile, hein. Enfin je dis quelques heures pour certaines qui sont plus simples, en fait quelques minutes. Bon, bien sûr il y a des années de travail du pinceau, mais malgré tout. Et ainsi, dans cette œuvre qui représente ces fameuses courtisanes, ces beautés du Yoshiwara, nous pouvons voir cette élégance de ligne. Au niveau des kimonos, nous voyons ces trois femmes donc, qui regardent la quatrième dont on peut songer que aussi elle a le cœur dévoré par quelques chagrins d'amour. Vous voyez à l'allure de son kimono, légèrement entrouvert, en tout cas dans un espèce de laisser-aller en forme de vague. Hein. Regardez la beauté de ces lignes, la tête penchée dans quelques mouchoirs qu'elle tient à la main. Nous pouvons remarquer également une manière de saisir la figure humaine tout à fait différente de la nôtre, c'est-à-dire que tout est travaillé en aplat. Il s'agit, là encore, je dirais, de faire passer ce sentiment de vie, non pas par le volume, par le jeu de clair-obscur comme on le fait dans notre peinture, mais par la rapidité du trait qui véritablement va saisir la grâce féminine, hein, puisque toutes ces courtisanes des quartiers des plaisirs sont aussi, je dirais, un parangon de la féminité. Elles savent tout faire, elles savent servir leurs clients, enfin les hommes, elles savent les écouter, elles savent rire, elles savent les distraire en dansant, en chantant ou en disant des poèmes. Et donc c'est un peu de cette grâce que nous voyons, de cette grâce idéale en fait, puisqu'il s'agit véritablement, je dirais, d'un prototype en fait de femme, nullement un portrait très réaliste. Elle est là. Alors, oui. Simplement, vous avez peut-être remarqué que l'une des femmes, sur le devant de son kimono, nous voyons la ceinture, le obi, donc qui est noué vers l'avant, qui était le signe distinctif de ces courtisanes. Alors, donc, Hokusai réalise des peintures, mais il va entrer dans un nouvel atelier. Et là, il va réaliser des estampes, et cette fois-ci pour une clientèle, on va dire, plus raffinée, des estampes qui vont être tirées à très faible tirage sur des papiers extrêmement riches. Hein. Vous savez que le Japon est véritablement un pays de culture du papier, où à la fois la douceur du toucher du papier sont des éléments extrêmement importants. Et donc, il va réaliser ces petites cartes, en fait, hein, c'est beaucoup plus petit que cela, donc qui seront à faible tirage et destinés à un public d'initiés, lesquels rajouteront des poèmes, que vous voyez ici écrits sur la gauche, sur ces, on pourrait dire presque des cartes de vœux, en fait.
ce que j'ai oublié de dire, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est le portrait que nous avons vu de cet acteur donc, qui joue cette femme au cœur blessé. Eh bien, en fait, il s'agit de l'équivalent de ce que l'on pourrait appeler un flyer. C'est-à-dire que c'était lorsque l'on sortait d'une représentation de kabuki, eh bien, on vous distribuait ou vous pouviez acheter pour une somme très modique ces images qui vous rappelaient eh bien, l'acteur-actrice qui vous avait touché pendant le spectacle. Donc revenons à celle-ci. Donc ça fait partie de ce que l'on appelle les surimono, c'est-à-dire des estampes extrêmement raffinées, où nous voyons ici eh bien, une jeune femme qui est en train de laver son linge, vous voyez ici dans un baquet, et qui tout d'un coup est surprise par cette ambiance de printemps, avec, nous voyons derrière les branches d'un cerisier où les premières fleurs apparaissent, et puis ici elle tourne sa tête, moment suspendu, vers deux rossignols qui viennent véritablement enchanter eh bien, sa journée. Et donc nous voyons ici avec un extrême raffinement comment cette femme tourne sa tête, derrière sa tête nous voyons les branches de cerisier, et puis ici les rossignols, et ici aussi caractéristique de l'esthétique japonaise, sur cette planche en fait elle a mis à sécher eh bien, les tissus qu'elle vient de laver. Mais voyez, ce qui permet une juxtaposition de motifs tout à fait intéressant, une espèce de patchwork qui vient dynamiser la composition. Ce que je peux dire aussi, puisqu'on peut parler d'une manière plus générale, c'est simplement vous faire remarquer ce sentiment extrêmement profond que les Japonais ont envers la nature. Vous voyez comment la nature est représentée et comment il y a une véritable communion entre les Japonais et la nature, et notamment à l'occasion des cerisiers en fleurs, les journaux télévisés de la NHK s'ouvrent sur l'avancée du fleurissement des cerisiers. Alors ici donc nous avons une autre gravure, une autre estampe, qui représente eh bien, ces fameuses beautés. Là ici nous sommes véritablement, vous voyez, en plan rapproché. Il faut savoir qu'il y a d'autres maîtres de l'estampe dans ce début, dans ces années 1800. Il y en a un très célèbre aussi, c'est Utamaro, aussi qui va représenter toutes ces beautés du Yoshiwara avec un talent extraordinaire. Simplement, ce que l'on peut remarquer, outre la beauté, l'harmonie de la composition, avec cette ombrelle qui vient créer un quart de cercle ici, et ces deux figures extrêmement rapprochées de ces deux femmes. Simplement, petite chose, si vous arrivez à distinguer, vous verrez, que la femme ici, cette jeune femme, a les dents noires. Donc c'était une forme de maquillage en fait jusqu'à l'ouverture vers l'Occident, c'est-à-dire jusque dans les années 1850. C'est-à-dire que pour faire ressortir le blanc du teint, eh bien rien n'était mieux que de se noircir les dents. Vous voyez comment voilà, ces idées d'esthétique en fait varient au cours des époques, parce que bon, ça peut laisser un petit peu songeur. Alors, ici, donc, il s'agit encore d'un surimono que Hokusai va envoyer en fait à tous ses amis et clients pour leur annoncer que non seulement il va changer de nom, c'est à partir de ce moment-là qu'il va s'appeler Hokusai, c'est-à-dire l'atelier du Nord,
Et donc c'est avec ce surimono qu'il va annoncer ce changement de nom et l'ouverture d'un nouvel atelier. Il a à peu près 45 ans à cette époque-là. Alors je vous parlais de ce sentiment qui pour nous, occidentaux, nous apparaît tout à fait étonnant, je dirais, ce sentiment de la nature, ce regard sur la nature. Et vous pouvez le voir ici, dans cette manière que Hokusai a de porter son regard sur trois tortues. Cette composition donc réalisée avec cette tortue ici qui rentre sa tête, et puis ces deux ici, le cou tendu donc vers un avenir. On peut voir dans ces surimono la qualité des couleurs, enfin du noir, vous voyez, avec ces dégradés de gris, notamment, regardez, au niveau des écailles de la tortue. Donc on est vraiment dans un travail extrêmement subtil qui va des couleurs les plus pâles, enfin je dis couleurs, mais vous voyez qu'avec simplement de l'encre, on arrive, de l'encre et de l'eau, en diluant plus ou moins, on arrive à créer des textures et voire même des couleurs tout à fait étonnantes. Et en cela, Hokusai véritablement excellera. Alors, c'est à partir, il a à peu près 45 ans, que Hokusai va commencer une série qui s'appelle les 53 stations du Tokaido. Le Tokaido, en fait, c'est cette route qui relie Kyoto, la capitale impériale, à Edo, donc qui est la capitale du shogun. Et il y a obligation pour tous les grands seigneurs japonais de se rendre à Edo. Edo, bon, peut-être faut-il le préciser, Edo qui, jusqu'au XVIIe, en fait, était un tout petit village de 400 habitants. Et voyez, à la fin du XVIIe, on passe à une ville avec un formidable développement, puisque à la fin du XVIIe, on est à 1 million d'habitants. Et il y a obligation pour les seigneurs japonais, pour les daimyo, de se rendre une année sur deux, en fait, à Tokyo. Enfin, ce qui n'est pas encore Tokyo, excusez-moi. Et donc, par ce chemin, par cette route qui va être créée, à peu près 500 km de long, et Hokusai donc va illustrer les différentes étapes de ce chemin par une série d'estampes. Et là, nous voyons le style d'Hokusai changer. Au début, nous avons vu une idéalisation des figures, alors qu'ici, petit à petit, son regard, le regard de celui qui va bientôt devenir le vieux fou de dessin, qui véritablement se pose sur le monde qui l'entoure, sur les gens du commun, où vous voyez cette étape du Tokaido va représenter ces deux hommes, ces deux paysans, dont celui-ci est en train de déguiser ou de marteler son outil ici, sous le regard rigolard, peut-être arrivez-vous à le voir, car il y a cet aspect aussi, on va le voir chez Hokusai, de souligner cette jovialité, cette trivialité très présente dans la culture populaire, donc qui regarde son compagnon alors qu'il vient de déposer sa hotte dans laquelle on peut voir de l'herbe, et le tout se passe devant deux arbres. Alors, il faut dire que lorsque Hokusai réalise ces estampes, en fait, il n'a pas encore fait le Tokaido. Donc, pour représenter les étapes, il va représenter des scènes de la vie quotidienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que, nouveauté par rapport à la peinture japonaise, qui travaille essentiellement en aplat, je vous l'ai dit, sans notion de volume ou de modelé, voyez qu'ici, dans le traitement des arbres, on a véritablement une sensation de volume. Appuyé, vous voyez qu'il s'agit toujours de ces 53 vues 53 stations du Tokaido,
avec ici cette estampe qui fait partie de la même série, un peu bizarre, non, un peu bizarre. Regardez le tour. Un tour qui représente comme une matière craquelée, en fait, qui est censé imiter un cadre. Un cadre. Pourtant, ça n'existe pas dans la peinture japonaise. On a vu les kakemono, donc ils sont entourés de soie. Un cadre. Ici, vous avez remarqué qu'il y a toujours des écritures, donc soit le nom du peintre ou de l'atelier, ou soit le nom de la station. Et regardez ici, cette écriture est écrite de droite à gauche, mais à l'horizontale. Et puis, si l'on regarde le paysage représenté, regardez, il y a véritablement une volonté de modeler, et ça c'est extrêmement nouveau hein, d'apporter un modelé dans la peinture japonaise. Regardez ici le bord de cette falaise où l'on sent véritablement le volume, la matérialité du paysage, et peut-être aussi plus étonnant, surtout au niveau de ces arbres. Je ne sais pas si vous parvenez à les distinguer, mais là, on est vraiment, regardez ici, tous ces petits bâtons, on est véritablement dans quelque chose qui se rapproche de la perspective géométrique occidentale. Et ça n'est pas un hasard, c'est parce que, à ce moment-là, Hokusai s'intéresse de très près à la peinture occidentale, Mais c'est curieux puisque, je ne vous l'ai pas dit, mais depuis 1633, en fait, le Japon s'est complètement fermé à l'influence occidentale, à l'Occident et à la Chine d'ailleurs, hein, de 1633 jusqu'à 1853. Donc le Japon vit complètement refermé, sauf que au large de Nagasaki, il y a une toute petite île qui fait 1 km², donc vraiment un tout petit endroit, qui en fait va être une ouverture de pénétration, une ouverture d'échange entre la Hollande. Seuls les Hollandais ont été admis à commercer avec le Japon depuis cette toute petite enclave. Et donc c'est par le biais de ces échanges, de ces extrêmement restreints, que les Japonais, en fait, que les artistes vont découvrir la perspective occidentale. Et donc Hokusai, ce fou de dessin, va être complètement admiratif, et c'est pour cela donc qu'il va, dans cette estampe, eh bien, reproduire un semblant de cadre, et puis écrire de cette manière pour ressembler un petit peu à l'écriture occidentale. Et voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir ce réseau d'échanges, malgré tout, qui, malgré la fermeture du pays, va malgré tout être une réalité, et comment l'un des grands maîtres de l'estampe va, dès les années 1810, eh bien, se nourrir de la représentation occidentale de l'espace. Alors, Hokusai, à partir de 50 ans, c'est vraiment quelqu'un qui expérimente dans tous les domaines. On l'a vu, il expérimente au niveau d'une nouvelle manière de représenter l'espace grâce à la perspective, et c'est quelqu'un aussi qui va expérimenter toutes les manières, un véritable corps à corps avec la peinture, et notamment, donc, si vous êtes allé ou si vous allez à l'exposition du Grand Palais, vous pourrez voir en haut du grand escalier bien cette représentation qui fait plus d'une dizaine de mètres de haut. En fait, il s'agit d'une reproduction d'une œuvre qui a marqué les contemporains d'Hokusai, puisque Hokusai, un jour, donc ce vieux fou de dessin, tel qu'il se prénomme dès lors, va se rendre dans un temple, va couvrir une surface de 250 mètres carrés. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas tellement la notion des grandeurs, mais pratiquement toute cette salle, et il va y dessiner un portrait du Dharma, du Bodhidharma. Bodhidharma, c'est lui en fait qui est à l'origine de l'introduction du zen au Japon, mais bon, ça c'est une autre histoire.
Donc vous imaginez sur donc, cette immense surface, je parle d'un corps à corps avec la peinture. C'est vrai qu'Hokusai s'est entièrement donné à la peinture, véritable corps à corps. Il va utiliser un balai qu'il trempe dans l'encre et il va réaliser, donc je vous le rappelle, d'un seul jet, pas de possibilité de repeint, cette énorme figure de Dharma. Le nez, rien que le nez fait 18 mètres de longueur. Vous imaginez, véritable tour de force qui va marquer ses contemporains. Alors, Hokusai, qui véritablement explore toutes les possibilités de la peinture, il va y avoir tout un tas d'histoires à son sujet. On raconte aussi qu'un jour, il va prendre des fusuma, c'est-à-dire des portes coulissantes, les pose au sol, et là encore, avec un balai qu'il trempe dans l'encre bleue, il va réaliser un jeu de courbes, une courbe comme cela, hein, courbe et contre-courbe. Ensuite, il prend un coq dont il va tremper les pattes dans l'encre rouge, un coq vivant, qu'il va laisser se promener sur les fusuma. Et lorsqu'il redresse les fusuma, eh bien, au miracle, apparaît une rivière, peut-être la Sumida, avec l'empreinte des pattes de coq qui, par la magie de la représentation, deviennent des feuilles d'érable. Donc, vous voyez, véritablement, il explore toutes les possibilités de la peinture. Alors, donc il explore toutes les possibilités de la peinture et donc il réalise des estampes et en même temps, ici, il va réaliser une série de peintures et j'aimais bien celle-ci, un coq, puisque je pense qu'avec ce coq, on peut mesurer tout, peut-être l'investissement de l'artiste dans sa peinture, puisque si vous regardez, en fait, de contours, il n'y a que le bec et l'œil. Mais tout le reste, en fait, est simplement fait de coups de pinceau qui vont donner et la forme et la couleur eh bien, à ce coq. Vous voyez que des coups de pinceau plus larges pour la queue, des petites projections de blanc, de peinture blanche, hein, puisqu'ici il va faire des rehauts de blanc pour ces taches au niveau de la queue. Ici, vous voyez qu'il a bien mouillé son papier de manière à avoir un mélange des couleurs, donc qui nous donne cet effet de duvet au niveau de la gorge du coq. Donc vous voyez, quand je parle de cette énergie en fait qu'il peut y avoir dans les peintures japonaises et notamment dans celle d'Hokusai, due aussi à l'immédiateté, parce que ceci a été réalisé en quelques minutes. Vous voyez, il s'agit véritablement pour un peintre de devenir coq lorsqu'il peint ce type de peinture. Alors, il continue, hein, il a de plus en plus de succès, bien que, je cite juste ce nom parce que c'est un artiste extrêmement intéressant aussi, à partir des années 1820, il y a un concurrent sur la place, c'est Hiroshige. Hein, regardez un petit peu ces estampes d'Hiroshige aussi extrêmement intéressantes. Je dirais que Hokusai et Hiroshige, c'est un peu le même rapport que Klimt et Schiele ont eu, hein, c'est-à-dire où l'élève va à un moment concurrencer très fortement le maître. Mais peu importe. Donc ici, nous voyons Hokusai, hein, qui est demandé par les cercles littéraires, etc. Et donc pour un cercle littéraire, il va réaliser cette série d'estampes dans lesquelles il va représenter des poètes et poétesses de l'époque Heian. L'époque Heian qui est l'époque qui va être peut-être marquer le fondement de la culture japonaise, où nous voyons ici donc cette poétesse
Et au-dessus d'elle, eh bien, le poème donc, qui est dessiné, enfin qui est écrit, pardon. Ce que je trouve intéressant, c'est que donc l'époque Heian, qui est tout à fait bien retranscrite dans cette estampe, est véritablement l'époque où il y a cette fluidité, où naît cette fluidité de la ligne, aussi bien dans l'écriture, hein, regardez, on a l'impression d'une eau qui court, que dans les personnages. Et d'ailleurs, donc, cette poétesse, Okonomachi, son kimono, vous voyez, a une drôle de forme tout en courbe et contre-courbe, et en fait, donc, la forme du kimono est censée évoquer donc le kanji, le caractère du nom de cette poétesse. Ce que j'aimais bien aussi dans cette estampe, ce surimono, c'est l'évanescence, si je puis dire, regardez, au niveau des fleurs de cerisier qui font comme une frise et qui disparaissent petit à petit. Or, ceci donc pour vous rappeler que le travail d'estampe est véritablement un travail d'équipe, puisque si Hokusai ou si le peintre peint le modèle, en fait, il revient au graveur de graver dans la plaque de bois et ensuite à l'imprimeur de poser ces couleurs, de frotter les couleurs avec suffisamment de subtilité, eh bien, pour parvenir à des dégradés, à ce type de dégradé. Alors celle-ci aussi, il ne s'agit pas d'une estampe, il s'agit d'une peinture sur papier qui représente Daikoku, donc un des dieux de la chance, et je l'aime bien pour ce côté rigolard du dieu que l'on voit ici, rigolard car sur ses épaules il porte une offrande que quelqu'un vient de lui apporter, et cette offrande, ce type d'offrande, il les aime particulièrement. Il s'agit de ces radis japonais, les daikon, les radis blancs, et celui-ci l'aime particulièrement puisque c'est un radis fourchu et que les fourches, eh bien, lui rappellent le plaisir des jambes de sa femme. Alors, nous arrivons au Hokusai il y a à peu près une soixantaine d'années, nous l'avons vu, ce regard aigu sur le monde qui l'entoure et qui va s'affirmer de plus en plus dans ce qu'il va appeler les images dérisoires, ce que nous connaissons sous le nom de manga, où il va en fait réaliser toute une série de recueils où il va véritablement saisir tous ces instants du quotidien, dans leurs aspects les plus triviaux ou les moins... On n'est pas du tout dans l'idéal, hein. On est dans ce regard sur le quotidien. Ici, en l'occurrence, vous voyez, il s'agit d'un lutteur de sumo et ses collègues, hein, qui ont les jambes arquées, qui sont en train de tirer, eh bien, afin de bien mettre en place sa ceinture. Donc vous voyez ce regard extrêmement précis, parce que donc d'un coup de pinceau, combien il peut être difficile de saisir ces attitudes. Chez nous, nous avons aussi quelqu'un qui un petit peu avant a fait la même chose, mais avec une technique différente, le crayon. Le crayon n'existe pas au Japon avant 1853, mais donc c'est Watteau. Watteau aussi a réalisé, donc si vous y pensez, regardez aussi les croquis de Watteau, c'est absolument superbe. Mais avec Watteau, on est dans une élégance de ce 18e. Alors qu'ici, vous voyez, le regard est un regard véritablement porté sur le quotidien, sur tous ces aspects, avec ce sumo ici qui est en train de se détendre les jambes, et puis là, les mains posées sur ses hanches, avant de taper dans cette espèce de punching ball. Alors ces mangas, hein, qui vont être des recueils en fait plutôt destinés pour les peintres, un recueil d'attitudes
voyez, dans celle-ci aussi, c'est assez rigolo de voir ce bonhomme dont il a masqué le visage par son chapeau qui est vu en l'air. Toute son attention vient véritablement à saisir. Hein. Vous voyez, j'ouvrais cette conférence avec les mots d'Hokusai qui dit « À l'âge de 110 ans, soit un point, soit une ligne, tout ce que je peindrai sera vivant. » Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez toutes ces attitudes, on a véritablement l'impression que Hokusai a saisi dans le vif, dans cette énergie du vivant, eh bien, l'homme que nous voyons ici. Donc là encore, hein, toujours dans cette série des mangas, des personnages pris sur et sous l'eau, hein, ces pêcheurs d'algues. Donc là encore, hein, regardez ces attitudes absolument incroyables. Et puis toujours chez Hokusai, hein, ce vieux fou de dessin, cette propension au rêve, avec ici, vous voyez, ce cheval sous l'eau, au cou duquel est agrippé cet homme, ou bien ce vieil homme ici, contemplant le monde sous-marin dans une espèce de bouteille. Donc bien sûr, ce sont des vues de l'esprit d'Hokusai, car chez Hokusai aussi, il y a cette part de poésie, d'ouverture au surnaturel, mais on va le voir un petit peu après. Donc là encore, le Hokusai s'arrête hein, pour représenter des scènes de la vie quotidienne, ces scènes des bains publics où l'on voit une femme se laver sous les bras, une autre se frotter le dos, ou aussi ce qui m'amuse, c'est cet homme ici qui est représenté en train de lire. Vous voyez que les lunettes ne doivent pas exister. Enfin, en tout cas, il lit de très très près. Et vous voyez tous ces instants qui sont saisis par la grâce du pinceau de Hokusai. Voilà, donc encore, toujours dans cette série des mangas, hein, vous voyez tous les aspects de la vie ici, cet homme qui se verse un seau d'eau froide, on peut voir le jet là on l'imagine bien froide ou très chaude, mais en tout cas l'effet puissant, et puis tous ces jongleurs que l'on peut voir eh bien, à Edo, à cette époque-là, toute cette vie de la rue. Et cette vie aussi, au bain public, ici, cette femme qui est en train de se peigner à côté de son baquet. Alors ça n'est pas Hokusai, vous le reconnaissez peut-être, il s'agit de Degas. Parce que bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais vous imaginez que lorsque ces estampes vont arriver en Europe, donc à partir des années 1850, hein, l'ouverture du Japon, ces estampes vont profondément bouleverser les peintres. Les peintres dans les années 1850, c'est Ingres par exemple, c'est Delacroix, c'est toute cette peinture classique qui est véritablement dans un carcan de représentation de l'idéal. Et là, les peintres vont être confrontés à une représentation, mais qui est voilà, de la vie même. Et donc Degas va être profondément Degas parmi d'autres, hein, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, il s'agit de Monet, il s'agit de Van Gogh, il s'agit de tous ces peintres-là. Et donc nous voyons ici cette jeune femme à sa toilette. On n'aurait jamais vu ça avant les années 1870-1880 dans la peinture occidentale. Lorsqu'une femme est représentée à sa toilette dans la peinture occidentale, eh bien on représente quoi? On va représenter Suzanne au bain ou des sujets comme ça. Donc on est vraiment dans une peinture de l'idéal. Alors que grâce au regard qu'Hokusai, entre autres, apporte sur le quotidien, vous voyez comment ça va profondément influencer le sens de la peinture occidentale. Et puis donc, Hokusai va également illustrer de nombreux romans.
Il y a, enfin, au point de vue de la publication, c'est incroyable. Ça serait peut-être intéressant d'avoir le nombre de publications au Japon à partir de la fin du XVIIe siècle, mais partout, il y a ces livres imprimés, donc toujours par la technique de la xylographie, gravure sur bois, où il s'agit de livres illustrés. Il y a le texte, un peu comme le fera chez nous Gustave Doré, par exemple, un petit peu plus tard. Il y a le texte et il y a l'image. Alors ici, il s'agit en l'occurrence d'une illustration qui illustre un roman chinois qui s'appelle Au bord de l'eau. Mais voyez, là encore, je parle de puissance, d'énergie. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voyez comment, dans l'illustration de ce passage, on est dans l'énergie d'une explosion absolument extraordinaire. Et bien sûr, lorsque l'on voit ce type de représentation, on peut effectivement penser comment Hokusai va aussi influencer l'art que l'on connaîtra au Japon à partir des années 1850, c'est-à-dire l'art des mangas. Petite chose, peut-être intéressante, c'est que, vous voyez, les livres sont illustrés par, lorsqu'il y a une illustration, elle est dans deux cadres séparés. Ce qui nous permet de ne pas avoir ce qu'on a en Occident, où lorsqu'on a un dessin ou une reproduction sur 2 pages, on est obligé d'écraser la reliure pour la voir dans son entièreté. Alors qu'ici, eh bien, l'artiste japonais fait confiance à l'œil du spectateur qui, bien sûr, va occulter en quelque sorte cette partie ici pour avoir l'intégrité de l'image. Alors voilà, voici la fameuse vague. La fameuse vague, en fait, donc toute cette partie, tout ce qu'on va voir, c'est ce que Hokusai réalise à partir de l'âge de 70 ans. Il faut dire qu'à l'âge de 60 ans, il a changé de nom, il va s'appeler Itsu, donc une nouvelle naissance, ce qui correspond au calendrier chinois. Vous voyez, ça n'est pas désespéré. À 60 ans, nouvelle naissance, et véritablement, c'est ce qui va se passer dans la carrière de Hokusai, qui, là encore, va de nouveau renouveler l'art de l'estampe. On l'a vu, l'art de l'estampe, qui est essentiellement un art qui représente donc ces beautés des quartiers de plaisir de Yoshiwara. Et Hokusai, à partir de ces années 1820, avec cette série, va entièrement dédier l'estampe à la représentation de paysages. Et ça, c'est extrêmement nouveau. À la représentation de paysages, plus exactement à la représentation du mont Fuji, que l'on va voir apparaître selon différents points de vue. Petite parenthèse pour dire que cette série aussi va profondément influencer un artiste comme Monet, qui, lorsqu'il va de cette série du mont Fuji, eh bien, va avoir l'idée de faire cette série. La première série qu'il va réaliser, c'est la série des meules de foin, et ensuite qui sera suivie par d'autres séries comme la façade de la cathédrale de Rouen, etc. Mais véritablement, c'est la première fois qu'un artiste a l'idée de représenter donc un élément de la nature, ici en l'occurrence le mont Fuji, vu de différents points de vue. Alors, énorme succès, pourquoi? Parce que, effectivement, la vedette de cette série, c'est le mont Fuji qui a une présence très forte, bien sûr, on dit mont sacré, etc. En tout cas, c'est la montagne la plus haute du Japon, 3800 mètres, mais si vous êtes allé au Japon, si vous avez pris le Shinkansen, vous n'avez pu être que frappé par la présence, par la beauté de ce mont Fuji qui véritablement se détache dans le paysage. Omniprésence du mont Fuji aussi, qu'à l'époque, on pouvait voir très souvent en fait de Tokyo, dans le lointain, à Edo, dans le lointain,
apparaissait, je dis avant, puisque avec la pollution maintenant c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais malgré tout, où l'on voit c'est vraiment de l'ordre de la vision, où l'on voit apparaître le mont Fuji avec on peut comprendre cette révérence qu'ont les Japonais pour le mont Fuji, cette présence extrêmement puissante et qui inscrit son intemporalité dans le paysage d'une manière, une présence extrêmement forte. Et donc vous voyez ici la forme du mont Fuji très loin, et puis la vague bien sûr au premier plan, où là on est vraiment dans un écho de courbes de la vague, courbe du mont Fuji, et tout petit bien sûr, vous le savez, parmi les flots déchaînés, nous distinguons eh bien, ces malheureux pêcheurs sur leur barque. Et là encore, c'est peut-être intéressant de voir l'importance du paysage par rapport aux personnages. Vous voyez que les personnages sont tout petits. Il s'agit véritablement d'une conscience de la petitesse de l'homme par rapport aux éléments. Les éléments qu'ils savent bien ne pas pouvoir dompter. Et ça, au Japon, on le sait bien, avec les tsunamis, les typhons, les tremblements de terre, etc. Et donc, c'est un petit peu de tout ça aussi qui transparaît dans cette série, enfin, notamment dans La Grande Vague. Il faut dire que peut-être ce qui est important de sentir, ce jeu d'influence occidentale. Pour la première fois, en fait, un peintre japonais va prendre un point de vue très bas. Vous voyez, il est au niveau de l'eau. En général, les paysages japonais sont vus plutôt en vue aérienne, et il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler un séquençage de plans. Et ça, c'est vraiment typiquement occidental, hein, avec cet éloignement dans le lointain, donc, où l'on voit apparaître le mont Fuji en tout petit. Succès aussi, puisque pour ces estampes, Hokusai va utiliser une couleur nouvelle, c'est le bleu de Prusse. Donc vous voyez, hein, il s'agit véritablement, nous sommes en 1830 à peu près, dans ce jeu d'influence où Hokusai va aussi se nourrir eh bien, de la technicité occidentale, en l'occurrence l'utilisation de ce bleu de Prusse. Donc je ne vais pas parler plus longtemps. Sachez qu'il y a un DVD absolument magnifique sur la vague qui a été fait, la grande vague de Akanazawa, qui a été fait par Alain Jobert dans la série Palette. Donc vraiment, si vous avez le temps, prenez le temps de regarder ce DVD. Ah, malheureusement, le texte apparaît, mais c'est pas grave. Donc celle-ci fait partie aussi donc de la série des monts Fuji. Là, on est vraiment dans une estampe qui, je dirais, est tout en tension. Tension de ce petit promontoire, vous voyez, avec cette oblique. Oblique également des fils du pêcheur tendu et qui répondent à ce mont Fuji qui, on est dans un jeu de disparition-apparition, vous voyez, qui disparaît ici au niveau de sa base pour mieux réapparaître, hein, cette permanence, cette puissance du mont Fuji, dont on ne voit que le sommet sur la gauche, mais qui néanmoins impose sa forme, hein. C'est de courbes absolument extraordinaires. Et puis donc, toujours à cette confrontation de l'homme et des éléments, vous voyez comment l'homme nous paraît bien fragile par rapport eh bien, aux éléments déchaînés. Et d'ailleurs, il est sur un promontoire qui paraît en équilibre, hein, au-dessus de l'eau. Alors, donc là, ce que nous avons vu, c'est la première impression, donc environ 300
300 estampes seront tirées. Et pour les tirages suivants, Hokusai va utiliser plusieurs couleurs, et c'est ce que nous voyons ici, dans cette vague, où nous pouvons voir l'écume. Et puis, donc, ces malheureux pêcheurs, hein, le dos courbé face à la puissance des éléments, on est dans une tension dramatique extraordinaire. Vont-ils s'en sortir ou pas? Donc, même chose, hein, vous voyez, plusieurs tirages sont réalisés avec des couleurs différentes, dont celle-ci. Toujours dans cette série des 36 vues du mont Fuji, où cette fois-ci, le mont Fuji va véritablement emplir toute la composition. Nous sommes là encore avec la puissance du mont, hein, qui emplit toute la composition, et en même temps dans une instantanéité, puisque ce que vous voyez ici, en fait, il s'agit d'un éclair qui vient zébrer la composition. Et puis là encore, ce jeu d'apparition-disparition, avec au premier plan, regardez ces arbres qui disparaissent, qui sont à moitié aspirés, gommés par la brume que l'on voit ici, et qui contribue à donner un effet, une dynamique à la composition. Mais là encore, hein, par la subtilité des dégradés, vous pouvez vous rendre compte de la difficulté, enfin, du talent de l'imprimeur, qui a une part aussi très importante dans le rendu des estampes. Donc toujours dans cette série du mont Fuji, vous voyez ce mont Fuji omniprésent, de près, de loin. Ici, donc, nous le voyons sur une véranda, ces personnages, donc là encore saisis avec toute la verve d'Hokusai, hein. Regardez celui-ci par exemple, donc, qui montre, on l'entend presque parler, vous voyez le langage du corps, hein, extrêmement bien saisi. Oui, cette manière de saisir les attitudes avec ces deux colporteurs ici qui se reposent, qui se délassent, celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui est en train de se gratter. Donc cette manière de saisir l'instantanéité, la fugacité du quotidien, et puis le tout en opposition, si l'on peut dire, avec cette présence du mont Fuji dans le lointain. Là encore, on peut regarder ces magnifiques dégradés du ciel qui, comme je vous l'ai dit, sont dus au talent de l'imprimeur. Bien sûr, sous l'œil vigilant de Hokusai. Donc là encore, hein, même chose, voyez, le mont Fuji, omniprésent, que l'on peut voir apparaître, jeu de forme, dans le cercle ici de ce tonnelier, où l'on voit, donc dans le cercle formé par cette barrique, enfin ce baquet, nous pouvons voir apparaître là encore le mont Fuji. Toujours la même série, où là peut-être vous ressentez de manière plus prégnante l'influence qu'a pu avoir, ce dont je vous parlais, la perspective géométrique occidentale, où l'on voit ici, hein, cette vue prise d'un petit port le long d'un canal, cette fuite perspective qui aboutit au château du shogun à Edo, et là encore, rejeté sur la gauche, apparaît le mont Fuji. Et puis, il va y avoir une série d'illustrations aussi, concernant l'édition d'un livre qui va répertorier les 100 contes de fantômes, 100 contes de fantômes. Alors, au Japon, il y a une sensibilité, je dirais, aux fantômes, aux histoires étranges. Et notamment, il y a cette tradition, cette vieille tradition, hein, qui, je pense, n'existe plus, mais où l'on se réunissait autour de 100 bougies allumées, et chacun racontait une histoire de fantôme à tour de rôle, et l'histoire racontée
on éteignait, on soufflait la bougie. Donc au bout de 10, au bout de 20, au bout de 30, au bout de 40 bougies, petit à petit, l'obscurité s'installait, et donc là encore plus propice à faire vibrer ces fantômes dans l'obscurité. Et donc Hokusai va illustrer un recueil de ces histoires de fantômes, et c'est ce que nous voyons ici. Donc il s'agit souvent d'histoires d'amants, en tout cas celle-ci, il s'agit d'une histoire donc, qui raconte que Monsieur et Madame Oiwa prennent un peu d'âge. Monsieur Oiwa va tomber amoureux d'une jeune femme. Vous voyez, ce sont des choses assez universelles. Et donc, il va tuer sa femme. Et quelques temps plus tard, donc avec sa jeune femme, sa nouvelle jeune femme, il se rend au cimetière avec ses lanternes de papier. Et dans la nuit, lorsqu'il arrive, il est prêt d'arriver à la tombe de sa femme, eh bien, la lanterne qu'il tient à la main va prendre feu et, voyez, se transformer en le visage de sa vieille épouse, donc qui est là pour le hanter, pour lui rappeler son existence. Alors là encore, lorsque l'on voit les films de Miyazaki, par exemple, que ce soit Le Château ambulant, etc., on voit eh bien, cette sensibilité, ou en tout cas peut-être une influence, une manière d'influence de ces estampes d'Hokusai. Là, c'est un petit peu coupé. Là, en fait, il s'agit de l'histoire qui raconte, sont toujours des histoires violentes, puisque, en fait, les fantômes sont les morts violents. Et donc, il raconte l'histoire d'une jeune servante qui, lavant la vaisselle, eh bien, va casser les plats. Et en fait, donc, son patron, fort mécontent, va la jeter dans un puits. Et en fait, elle va se transformer en verre. Et donc, nous la voyons, eh bien, toutes les nuits, sortir de ce puits qui sera infesté de vers. Et en fait, je disais que ça correspond à un moment à Edo, dans ces années-là, où effectivement, il y a eu les puits qui ont été infestés de vers, et l'on racontait donc que c'était la faute à cet homme donc, qui avait jeté sa servante dans un puits, et ainsi tous les puits furent infestés de ces vers. Donc nous voyons ici le visage de la servante, visage vert, femme serpent, femme vert, à la présence inquiétante. Et puis celle-ci aussi, donc toujours une histoire de meurtre entre amant et époux. Donc là, vous voyez, il y en a pour tout le monde. En fait, c'est la femme qui va tuer son mari. Et lorsque elle et son amant se retrouvent dans leur chambre, eh bien, il apparaît baissant toutes les nuits, abaissant la moustiquaire, et donc on voit sa tête apparaître. Donc on peut supposer que le couple sera fort mari de ces apparitions qui sont tout à fait effrayantes. Tout à fait effrayantes, donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles en fait cette série de l'illustration des 100 contes de fantômes sera arrêtée, mais il en reste 6 qui néanmoins ont une puissance. Donc peut-être là il s'agit d'un dessin préparatoire pour une estampe qui aurait dû illustrer cette série, et pour ma part je la trouve très belle, le visage de cette femme, bouche ouverte, yeux mi-clos, là encore grâce du pinceau, grâce des courbes, et donc cette femme dont la tête est encadrée par les anneaux du serpent qui crée une deuxième ondulation, femme, serpent, rêve, on ne sait pas trop. Je me disais que vous aviez peut-être... Là aussi, c'est une estampe donc, qui est présentée à l'exposition, donc qui illustre
un livre dont il s'agit du rêve de la femme du pêcheur. Et bien voyez la femme du pêcheur, à quoi rêve-t-elle? À cette énorme poulpe dont la bouche est sur son sexe, et puis grâce à ses multiples tentacules, et bien voyez qu'elle peut s'occuper, regardez le détail ici, enfin toute cette sensation. Voilà, donc ça c'est une estampe qui va énormément marquer nombre de peintres. Alors puisqu'on en est là, je veux vous montrer une autre, hein, puisque ça fait partie aussi de la production d'Hokusai, donc ces estampes érotiques. Alors, je ne sais pas si vous distinguez, mais je trouvais intéressant justement de vous montrer comment les Japonais, les hommes japonais sont fort bien montés, si je puis dire, puisque est-ce que vous parvenez à voir la taille de son sexe ici? Donc ça, c'est vraiment une caractéristique hein, de l'estampe érotique, où les hommes ont toujours des sexes extrêmement, on va dire démesurés quand même. Et puis aussi, ce qui est assez rigolo, je trouve, c'est que, vous voyez, ces estampes, enfin on va peut-être passer à une autre, allez, mais ces estampes sont extrêmement explicites. Et effectivement, si l'on pense à une soi-disant pudeur des Japonais, qui était effective à notre époque, hein, jusqu'il y a une vingtaine d'années, les revues érotiques ou pornographiques occidentales, qui représentaient des sexes de femmes ou d'hommes, eh bien, étaient avant la vente, étaient soigneusement grattées, hein, ça fait rigoler parce qu'on se dit le gratteur, on grattait les poils pubiens, ne devait pas apparaître. C'est un drôle de métier, mais vous voyez, maintenant l'informatique permet, voilà, on n'a plus ce métier. Mais donc, alors, hormis cette production aussi abondante de Hokusai, hein, comme tous les maîtres d'estampes, prenant de l'âge peut-être, Hokusai va réaliser cette série des grandes fleurs. C'est à peu près la taille de l'estampe, donc où l'on voit des fleurs en gros plan. Vous voyez qu'il ne s'agit pas, on n'est pas dans cette veine de la nature morte hollandaise du XVIIe, où dans des vases on va mettre plein de fleurs extrêmement riches. Là, non, il s'agit simplement de poser son regard, là encore, sur la nature alentour, de s'intéresser aux formes, bien sûr. Hein. Vous voyez la forme lancéolée des feuilles d'iris. Ah, et regardez celle-ci grignotée, parce que peut-être l'avez-vous vue, en fait. Donc ici, il y a cette sauterelle hein, qui grignote consciencieusement, et donc le peintre arrête aussi son regard sur toute cette vie microcosmique de la nature, et puis voilà, regardez la manière d'estampe, hein, peu de couleurs, mais malgré tout, comment le velouté, la couleur des iris est saisie avec énormément de raffinement. Donc là encore, c'est ce regard sur le côté humble des choses. Vous voyez, ces volubilis, hein, qui sont des plantes sauvages, qui poussent facilement, et comment voilà, Hokusai s'intéresse à représenter ces fleurs, simplement des fleurs, sur un fond neutre, hein, car il y a aussi dans la peinture japonaise cette idée de dialogue entre le plein, entre les formes, et le vide. Les formes ne peuvent être véritablement harmonieuses que lorsqu'elles sont en dialogue avec le vide. Je regarde l'heure, excusez-moi. Oui. On arrive bientôt à la fin. Donc là encore, hein, ce regard sur les éléments de la nature, et notamment les carpes, la carpe, symbole de vitalité, la carpe qui peut vivre très longtemps, tel que l'aurait souhaité Hokusai, c'est-à-dire plus de 110 ans hein, parmi les carpes. Et donc ici, en fait, cette forme, il s'agit d'une forme pour un éventail.
d'accord, sur laquelle il va représenter ces deux carpes qui, à mon sens, sont extrêmement, on va dire, ondoyantes, hein, représentées sous la surface de l'eau. On voit les algues ici, mais regardez là encore la grâce des nageoires, du mouvement de la queue ici. Regardez comment elle se relève légèrement, comme ici elle part. On est vraiment dans un jeu de courbes extrêmement élégant. Tandis que celle-ci, vous voyez, la bouche ouverte, hein, véritablement, le regard d'Hokusai s'est attaché à représenter, à rendre vivante, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, ces deux carpes. Alors, je n'ai pas parlé de la vie d'Hokusai, vous pourrez la trouver dans les livres sur Hokusai, mais il faut savoir qu'il a une vie extrêmement difficile, qu'il va être paralysé à un moment, et donc il arrive dans sa 80e année. Vous voyez qu'il s'agit d'un vieillard qui est obligé de se tenir avec une canne, que son atelier va entièrement brûler, mais qu'il va renaître de ses cendres puisqu'il va continuer encore, et la dernière partie de sa carrière, les dernières 10 années, enfin, il a donc entre 80 et 89 ans, il peint encore, il est vraiment animé de cette énergie, il se donne pour challenge chaque jour de peindre à l'encre un tigre. Mais donc en fait, c'est les 10 dernières années de sa vie, il va les consacrer entièrement à la peinture. Alors j'en ai choisi quelques-unes, non pas de tigres, je n'en ai pas trouvé de satisfaisant, mais... Ah oui, là il ne s'agit pas d'une peinture, excusez-moi, il s'agit d'une estampe, parce qu'il a donc réalisé toute une série d'estampes, et notamment sur les cascades. Les cascades, là encore, véritablement animées, très importantes au Japon, animées, là encore, par cette énergie de l'eau qui aussi fait partie des multiples dieux de la religion Shinto, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, retenez qu'il s'agit d'une présence très forte liée à l'énergie vitale, et à mon sens, dans cette estampe qui représente cette cascade, vous voyez comment le jet puissant de l'eau a été saisi justement dans sa toute-puissance. Ce mouvement de chute, donc qui est d'autant, enfin, dont la puissance en fait est contrecarrée, enfin, où l'on sent peut-être mieux ce mouvement de la carpe qui, comme le saumon, eh bien, essaye de remonter la cascade. Donc là encore, vous voyez la carpe, véritable symbole de cette vitalité qui va contre le mouvement des éléments. Donc voilà, parmi les dernières peintures d'Hokusai, donc là il s'agit de peintures réalisées donc au pinceau et à l'encre, et ici rehaussées de couleurs. Donc je trouvais intéressant pour nos yeux d'occidentaux de s'arrêter sur la touche d'Hokusai qui, d'un pinceau fortement ancré au début, eh bien, petit à petit, lève son pinceau de manière à nous donner toutes les textures, toutes les tonalités, voire même une idée de volume de ce bambou ici. Et puis regardez ces éclairs presque de feuilles, donc qui contribuent avec la délicatesse des volubilis ici encore présents, qui contribuent à... On est vraiment dans une peinture qui nous parle en direct, qui saisit en direct la vie. Et puis ça aussi, j'aimais bien ça, ce regard sur tous les aspects du quotidien, simplement un balai donc, que l'on vient de poser après avoir balayé ces feuilles d'automne, ces feuilles d'érable que l'on voit qui forment comme des petites étoiles autour,
enfin dans la composition. Et puis aussi simplement, si vous allez à l'expo ou lorsque vous voyez des kakémonos, regardez un petit peu le montage, puisque les montages tout autour sont faits des soies, de brocart de soie, donc très souvent mélange de fil de soie et d'argent, donc des montages extrêmement précieux, extrêmement soignés. Donc voilà, encore gros plan sur le ballet. Cette poésie du rien, cette poésie du tout petit, cette poésie du quotidien. Et donc là, c'est parmi dragon aussi, puisqu'il est du signe astrologique du dragon. Et nous voyons ici le dragon, lui aussi symbole de vitalité, et là encore simplement avec de l'encre. Vous voyez toutes les textures que Hokusai obtient entre le noir, enfin, entre cet effet de nuage. Cet effet de nuage en fait est simplement réalisé par du noir, de l'encre diluée, avec ici il s'agit du papier en fait, et toutes ces matières avec, regardez comme les épines dorsales du corps du dragon nous paraissent d'une rigidité, d'une force tout à fait extraordinaire. Et puis donc voilà, la dernière pour Hokusai, j'aimais bien celle-ci. Hokusai a 89 ans, il a encore envie de continuer. Il dit, si seulement les cieux pouvaient m'accorder encore 10 ans, si seulement les cieux pouvaient m'accorder encore 5 ans, je deviendrais un grand peintre. Mais je pense que voilà, il n'a pas eu besoin d'atteindre les 110 ans qu'il visait, et notamment regardez dans celle-ci où nous voyons une négrette solitaire, donc debout sur cette, en fait il s'agit d'un poteau de pont, et bien, qui semble scruter l'horizon, et c'est ainsi qu'Hokusai s'en va, et l'on dit que enfin, ces derniers mots seront: même fantôme, j'irai marcher gaiement l'été dans les Landes. Je trouvais, voilà, agréable de finir cet exposé sur Hokusai de cette manière. Simplement, juste quelques rapides, voilà, pour vous montrer l'impact. Le Japon s'ouvre à l'Occident en 1853. À partir de 1868, je ne vais pas trop vous bassiner, mais simplement 1868, sachez que l'empereur Meiji s'installe à Edo, et que de ce fait, Edo va changer de nom. Vous voyez ce changement de nom extrêmement significatif au Japon. Edo change de nom et devient Tokyo. Et donc, à partir de ces années-là, il y aura des échanges extrêmement importants entre Orient et Occident. Le Japon va participer à l'exposition universelle de 1867, etc., etc. Les peintres occidentaux fascinés, bouleversés par ces peintures japonaises, et nous voyons ici donc un portrait de la femme de Monet, vêtue d'un kimono avec ses uchiwa, avec ses éventails japonais. Et puis juste en vitesse, donc la renommée de l'art japonais, des estampes japonais, en tout cas de Hokusai aussi, sera relayée en quelque sorte par Samuel Bing, qui va faire paraître tous les mois une revue qui s'appelle Le Japon artistique, dont un grand nombre de couvertures en fait seront des gravures d'Hokusai. Vous voyez ces mignons petits crabes, voilà. Bon, je crois que c'est tout. Alors donc, oui, vous avez... non, je vous remercie peut-être pour votre attention. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on va arrêter à un moment. Donc vous avez là tout un éventail de livres sur Hokusai qui vous donne... Bon, vous pourrez les regarder, donc si vous voulez des choses plus légères, vous avez ici, vous pourrez voir les représentations, et à la manière des Japonais du 19e siècle, feuilletez
ces estampes ou d'autres livres plus complets que vous voyez ici. Et vous en avez d'autres sur une table là-bas. Et puis pour ma part, j'avais envie de... Enfin, voulais vous recommander ce livre de Véronique Brindeau, Louange des mousses. Ça n'est pas sur Hokusai, mais à mon sens, c'est un livre absolument superbe qui parle, qui parle très bien de la sensibilité japonaise, et notamment par rapport aux mousses. Vraiment, je crois que ça fait peu de temps que c'est sorti, ça. Oui. Un format poche. Donc vraiment un très très beau livre pour ceux qui veulent voilà, entrer en contact avec la particularité, le particularisme de la sensibilité japonaise. Voilà, merci. Donc si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Alors, je pense que vous avez encore l'occasion de poser des questions à notre brillante conférencière. Donc, je voudrais moi-même terminer en vous disant que devant une telle qualité de conférence, ça me fait confirmer mon idée de persister dans le genre. Et donc, si vous voulez être informé à l'avance du cycle de conférence, il y a un grand jeune homme là, avec un pull bleu marine qui se propose de vous prendre votre adresse mail. Ne vous inquiétez pas, on ne vous enverra pas des messages tous les jours, mais au moins pour vous informer, sachez qu'on va tout faire, je pense, hein, pour déjà le Corbusier au deuxième trimestre 2015, parce que c'est pas la peine de la faire avant que l'exposition soit installée. Et ce cycle, je veux dire, on essaiera d'en faire 2 ou 3 maximum par an, donc on ne serait pas débordé de mails. Mais c'est important pour nous, c'était une première conférence. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Et je remercie surtout encore une fois notre conférencière, parce que je pense qu'on a passé vraiment un très très bon moment. Merci.